Bien, bonjour à tous. Je vais donc commencer par un rappel des éléments principaux du cours précédent, à la suite de quoi je vous laisserai un peu de temps pour poser des questions, et ensuite donc nous commencerons à travailler sur sur un sujet un peu particulier qui sera une sorte de parenthèse à l'intérieur du cours, mais une parenthèse tout à fait utile. Alors, la dernière fois, donc, je m'étais consacré au troisième point de cette réflexion sur la sémantique lexicale, en posant la question: comment comprend-on une unité lexicale dans une dimension, disons, locale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend une unité lexicale à partir d'elle-même, indépendamment du contexte dans lequel elle se trouve. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais parlé à ce moment-là d'une stratégie plutôt ascendante, où on part des petites unités pour reconstituer le sens d'unités plus grandes, phrases, textes, etc., sachant bien qu'il faut également tenir compte d'une stratégie inverse, où les éléments plus généraux, plus globaux, par exemple le texte, nous permettent de construire le sens des unités locales, et en particulier de supprimer par exemple la polysémie. Donc j'avais fait un rappel sur la notion de morphème, sur la formation des unités lexicales, sur l'identification des unités lexicales construites, et nous nous étions arrêtés là. Donc au sujet des morphèmes, nous avions vu les points suivants, c'est-à-dire un certain nombre de distinctions élémentaires du type morphèmes lexicaux, morphèmes grammaticaux, morphèmes libres, morphèmes liés, affixes flexionnels, affixes dérivationnels, la distinction entre base radicale et racine, et puis sur le plan de la formation des unités lexicales, donc nous avions vu les différents types traditionnels de formation, emprunt, dérivation affixale, dérivation non affixale, donc en particulier la conversion, le figement et la composition, dont le cas particulier de la composition savante et du mot valise, et enfin la troncation et la siglaison. Le dernier point que j'avais abordé concernait l'identification des unités lexicales construites, au sens où il n'est pas toujours simple ou évident, lorsqu'on considère une unité lexicale à partir de son signifiant, que cette unité lexicale doit être analysée en fonction des éléments qui lui apparaissent constitutifs. Et on avait vu que les trois critères, les trois conditions qui permettent de décider qu'une unité lexicale est construite ou non, c'est d'une part le caractère paradigmatique des éléments constituants, c'est-à-dire est-ce que les éléments que j'isole appartiennent à des paradigmes, c'est-à-dire sont utilisés dans d'autres mots pour former des unités lexicales. Par exemple, dans le cas de détordre, eh bien évidemment on a tordre d'un côté qui est une unité simple, donc la question ne se pose pas, enfin une unité disons lexicale libre, donc un morphème libre, la question ne se pose pas, mais pour D, on voit bien qu'il y a détordre de la même façon. On a vu qu'il y avait par exemple déplié, etc. Donc il y a bien ce caractère paradigmatique pour D. Ensuite, la compositionnalité, il fallait que le sens de chacun des éléments constituants, donc identifié à partir d'une association signifiant-signifié, donc d'un côté par exemple pour détordre D avec un préfixe qui semble avoir le sens d'inverser un processus, et puis tordre, on comprend bien très facilement que le sens global du verbe détordre, de l'unité lexicale détordre, est le résultat de la combinaison du sens du préfixe D et du sens de l'unité lexicale tordre. Détordre, c'est tordre, et D donne l'instruction de sens qu'on prend le procès de tordre dans l'autre sens. Donc il y a bien dans ce cas-là une compositionnalité qu'on n'a pas, par exemple, avec déterminé, si l'on compare déterminé et détordre.
Et enfin, la minimalité, c'est-à-dire le fait que il faut s'assurer que lorsqu'on analyse le caractère construit d'une unité lexicale, que les éléments auxquels on aboutit ne sont pas eux-mêmes décomposables. Donc on essaie de pratiquer la décomposition jusqu'aux éléments les plus petits. Alors, j'avais terminé le cours en prenant des exemples dans une liste de mots nouveaux qui sont entrés récemment dans le petit Robert illustré. Et nous avions pu, à partir de ces exemples, non seulement avoir un petit exercice d'application des différents modes de formation, donc on a vu que dans certains cas, on avait affaire à des emprunts, dans d'autres cas, à des dérivations, dans d'autres cas, à des compositions, mais surtout, et c'est la raison principale qui explique que j'ai choisi ces exemples, comme il s'agit de mots nouveaux, pour certains d'entre eux, vous ne les connaissiez pas, et c'était une expérience intéressante de voir si vous parveniez à trouver vous-même le sens à partir du sens des unités constituantes. Alors, nous avions vu, par exemple, le cas de Potelet, qui semble bien, à première vue, même si l'on n'est pas linguiste, comporter deux éléments. On reconnaît quelque chose de suffixal, elé, ou lait, quelque chose comme ça, qui renvoie à l'idée de petitesse. Mais on avait vu qu'il y avait une hésitation sur le sens du radical. Est-ce que, donc, Potelet, c'est quelque chose de petit, mais la transparence n'était pas tout à fait suffisante pour décider s'il s'agissait d'une base pot ou d'une base poteau. Bon. Donc là, c'est un problème de transparence du mot construit. C'est-à-dire qu'on a l'air de dire qu'il y a une différence entre des mots qui relèvent, disons, au sens saussurien, j'y reviendrai, de la motivation relative, c'est-à-dire qu'ils sont compréhensibles et qu'on peut les deviner même si on ne les a jamais entendus. Mais d'autres mots doivent être appris pour être compris. Par exemple, même si vous n'aviez jamais entendu le mot décliniste, qui faisait partie de la liste qu'on a examinée, voilà, chacun comprenait bien qu'il y avait l'idée là d'une position qui estime qu'il y a du déclin dans quelque chose. C'est beaucoup plus transparent que Potelet, par exemple. Mais on voit bien avec cet exemple de Potelet que cette transparence, elle connaît des degrés. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le fait que, en découvrant ce mot Potelet, vous ressentez une véritable incertitude sur son sens, donc il y a un problème de transparence, mais une fois qu'on vous explique sa formation, en disant que ça renvoie à l'idée de petit poteau, eh bien immédiatement, le mot devient transparent. Donc vous voyez que cette question de transparence des unités morphologiques, de transparence en quelque sorte de la construction des unités lexicales, elle connaît 2 degrés. Il y a un degré fort, elle connaît au moins 2 degrés. La réalité est beaucoup plus complexe que celle-ci, mais on peut au moins, je pense, distinguer ces 2 aspects. Il y a d'une part une transparence qui est immédiate, qui permet de deviner le sens du mot même si on ne l'a jamais entendu. Le cas tout à fait exemplaire de ce genre de situation, c'est le cas des noms de nombres. Il est possible, par exemple, que dans votre vie, mais je crois que je vous avais déjà donné cet exemple, vous n'ayez jamais entendu, par exemple, le mot 3 458 779.
Si un jour dans votre existence vous avez entendu ce mot exact, c'est vraiment que nous sommes dans une coïncidence absolument extraordinaire. Il est beaucoup plus probable, évidemment, que ce soit la première fois que vous entendiez ce mot. Mais, évidemment, ce mot est tout à fait transparent, puisque les règles de composition, si vous voulez, ou de formation des noms de nombres sont absolument transparentes. Même s'il y a un nom de nombre que je n'ai jamais entendu, je peux le deviner tout de suite. Il y a d'autres cas, par exemple les noms d'arbres fruitiers. Peut-être vous n'avez jamais entendu le mot cacaoyer, l'arbre sur lequel pousse le cacao. Mais je pense que sur le modèle de poirier, pommier, etc., vous devineriez tout de suite. Donc il y a ce type de mots construits pour lesquels la construction est immédiatement transparente et donc le sens peut être reconstruit immédiatement sans difficulté à partir de la connaissance des unités constituantes, des unités composantes. Et puis il y a cet autre cas, donc j'ai illustré par le substantif potelet, qui, lui, possède une transparence d'un autre type, c'est-à-dire qu'il est transparent à partir du moment où on vous l'a montré. Il n'est pas transparent immédiatement, mais une fois qu'on vous a dit ce que ce mot signifiait, vous comprenez sa formation. Donc vous voyez, ce sont deux degrés de transparence. Il y a une transparence primaire, une transparence secondaire. D'ailleurs, on verra peut-être que certains auteurs considèrent qu'il y a justement une iconicité primaire, une iconicité secondaire, et je vais y revenir dans un instant. Bien, mais ce n'est pas tout. Parce que, toujours avec cet exemple de potelet, même si, à un moment donné, il peut être clair pour tout le monde qu'un potelet est un petit poteau, cette définition de potelet au sens de petit poteau n'est au fond pas suffisante. Parce que, on l'a vu, le potelet, vous vous souvenez, je ne vais pas projeter à nouveau l'image ici, mais ça désigne ce type de poteau qu'on trouve dans les rues, par exemple pour empêcher les voitures de se garer, ou pour délimiter un couloir piétonnier, ou encore pour indiquer des fils dans les cinémas ou dans les théâtres, etc. Donc, c'est un type de petit poteau très particulier. Je veux dire que si, par exemple, on considère un ensemble de poteaux électriques, des poteaux en bois ou en béton qui servent à accrocher les lignes électriques, on peut imaginer que des techniciens aient dans leur stock de poteaux des petits poteaux qui vont mesurer, je ne sais pas moi, 3 mètres, et puis des grands poteaux qui vont mesurer 10 mètres. D'accord ? À chaque fois, on va dire, par exemple, là, prendre le cas particulier des poteaux électriques, il y a probablement, je ne me suis pas renseigné dans le détail bien sûr, mais je suppose qu'il existe des poteaux électriques de différentes tailles. D'accord ? Bon, s'il existe des poteaux électriques de différentes tailles, on peut considérer qu'il y a des petits poteaux et des grands poteaux électriques. Mais en revanche, s'il existe des poteaux électriques que je peux nommer petits poteaux, il est absolument exclu que ces petits poteaux, je les nomme des potelets. Parce qu'évidemment, le mot potelet s'est spécialisé dans un sens assez particulier. Donc, non seulement, dans le cas de potelet, on a une unité qui a une transparence secondaire, mais qui, en plus, présente un cas de spécification sémantique qui fait qu'il y a un autre degré de manque de transparence, qui fait qu'on n'a pas toutes les informations nécessaires, toutes les informations indispensables pour comprendre le sens de ce mot, en considérant simplement ses unités constituantes. Autrement dit, cela ne suffit pas de savoir qu'un potelet est un petit poteau pour savoir exactement ce que c'est qu'un potelet. Il faut d'autres informations. Or, cette remarque a un caractère assez général et un certain nombre d'auteurs considèrent que de toute façon, à partir du moment où un mot a été construit
spécifiquement, c'est qu'un besoin de dénomination est apparu à un moment donné, et à partir du moment où ce besoin de dénomination a été satisfait par la validation, la ratification dans une communauté linguistique d'une dénomination codée, existante, partagée par un certain ensemble de locuteurs, eh bien, cette dénomination existe et se différencie systématiquement de la désignation par une construction syntaxique. Hein, c'est-à-dire, là, petit poteau, qui est une structure non plus adjective, versus potelet, qui est une dénomination. Alors, je vais donc maintenant, avant de passer à la suite, d'abord vous demander si, puisque j'ai terminé de reprendre un peu et de refaire le bilan de la séance précédente, est-ce que vous avez des questions avant qu'on poursuive? Oui? Pourquoi doit-on distinguer la synchronique et la diachronique dans l'identification des unités lexicales? Alors, pourquoi doit-on différencier la synchronie de la diachronie? Votre question est extrêmement importante et c'est un point que j'ai mentionné rapidement, sur lequel je ne pourrais malheureusement pas tellement m'arrêter, mais je reprendrai, si vous voulez bien, l'exemple que j'avais pris la semaine dernière de la comparaison entre déterminé et détordre. Vous vous souvenez peut-être que j'avais expliqué que pour déterminer, l'impression qu'on pouvait avoir qu'il y a quelque chose comme D est terminé, donc il y a une apparence de construction dans déterminé, hein, puisqu'on reconnaît bien D est terminé. Dans ce cas, donc, cette impression n'est pas complètement fausse. Pourquoi elle est fausse? D'abord, parce que, bien sûr, il n'y a pas de compositionnalité au même sens que pour détordre. Bon, je ne reviens pas sur ce point. Mais pourquoi elle correspond à une intuition quand même un peu juste? C'est que, en latin, à partir du sens latin de terminare et de D, on peut reconstruire une compositionnalité. C'est-à-dire que le sens de terminare latin et le sens de D permet de considérer qu'en latin, déterminare serait compositionnel. D'accord? Mais pas en français. Donc, vous voyez que il est impératif de distinguer les deux plans. Parce que si je me situe sur un plan synchronique, je suis obligé, et sur le plan synchronique du français, mettons, contemporain, je n'ai pas d'autre solution que de dire que déterminé n'est pas un mot construit. En revanche, si je me situe sur une autre diachronie, donc dans la diachronie par exemple du latin classique, je vais pouvoir considérer que déterminare est un mot construit. Vous voyez, le fait de savoir si le mot est construit ou non construit dépend de la diachronie dans laquelle, de la synchronie dans laquelle on se situe. C'est donc dans ce sens-là que je disais qu'il faut distinguer le point de vue synchronique du point de vue diachronique. Pas tellement au sens de la diachronie comme problématique du changement linguistique, mais plutôt au sens où la diachronie prend en considération des synchronies de dates différentes. Donc, en résumé, si vous voulez, la question de l'analyse d'un mot construit, la question de savoir si un mot est construit ou non, elle est toujours relative à une certaine synchronie. Tout dépend de la synchronie dans laquelle je me situe. Alors, en général, quand les linguistes disent, et c'est le point de vue que j'adopte dans ce cours, et c'est aussi le point de vue de Apotéllose dans le livre que j'ai mentionné en référence à cette partie du cours,
Quand les linguistes disent « j'adopte un point de vue synchronique », ils sous-entendent que la synchronie dont il est question est la synchronie du français moderne et contemporain. Voilà, donc, retenez que cette problématique des mots construits est toujours dépendante de la synchronie, d'une certaine synchronie. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Alors, nous allons donc maintenant aborder un problème qui est très rarement abordé, je l'avais dit déjà, dans les cours de sémantique ou les manuels de sémantique. Il est abordé un petit peu par apothéose, mais d'une manière suffisamment sérieuse pour que ça ne soit pas qu'une petite remarque en passant. Et compte tenu disons simplement de mes spécialités de recherche, je pense que c'est un angle d'analyse, si vous voulez, qui est tout à fait important en sémantique et dans les études générales sur la signification. Bien. Donc, la notion d'iconicité sur laquelle nous allons travailler, on va la travailler à partir de sa compréhension contemporaine pour remonter à ses origines. Donc je vais consacrer la séance d'aujourd'hui principalement à vous expliquer, pour que vous la compreniez bien, cette notion d'iconicité. Et ensuite, nous reviendrons à l'analyse lexicale, à la sémantique lexicale, pour nous poser la question, donc, du degré d'iconicité des unités lexicales. Je peux bien sûr vous dire tout de suite que ce degré d'iconicité, cette question du degré d'iconicité des unités lexicales est évidemment en lien direct avec le genre de discussion qu'on a eu il y a un instant sur le degré de transparence des unités lexicales. Est-ce que je comprends facilement ou pas à partir des unités constituantes, à partir des morphèmes? Est-ce que d'ailleurs il faut s'arrêter aux morphèmes? Enfin bon, comment je fais pour comprendre les unités lexicales? Donc cette question de l'iconicité a par conséquent, participe d'une manière assez cruciale, je pense, au type de réponse qu'on peut donner à la question de comment comprend-on les unités lexicales. Comment comprend-on les unités lexicales? Une partie de la réponse tient dans le caractère plus ou moins iconique de ces unités lexicales. D'accord? Donc, c'est pourquoi je vais faire une parenthèse, si j'ose dire, parce que... Mais on va aborder la problématique de l'iconicité dans son ensemble, donc en s'éloignant un petit peu des problèmes strictement sémantiques, mais pour y revenir après. Bien. Alors, je vais partir, donc, comme je le disais, des définitions contemporaines, et en particulier d'une définition proposée par Olga Fischer, qui est professeure plutôt en linguistique anglaise à l'université d'Amsterdam, et qui est une grande spécialiste internationale des questions d'iconicité. Elle organise tous les 2 ans un grand colloque international intitulé Iconicity in Language and Literature, et donc c'est vraiment une spécialiste reconnue de l'iconicité. Alors voici comment elle définit l'iconicité. L'iconicité est une notion sémiotique, donc c'est une notion qui provient d'un champ disciplinaire qui n'est pas exactement la linguistique, ça vient pour elle de la sémiotique, et qui renvoie à la ressemblance naturelle ou à l'analogie entre
la forme d'un signe, le signifiant, qu'il s'agisse d'un graphème ou d'un phonème, hein, d'un mot, d'une structure de mot, ou même de l'absence d'un signe. Là, elle fait allusion au morphème zéro. Donc, une ressemblance ou une analogie, d'une part, entre la forme d'un signe, ou le signifiant, et l'objet ou le concept, le signifié, si on veut, auquel il réfère dans le monde, ou plutôt dans notre perception du monde. Donc, l'iconicité est définie comme une analogie ou une similarité. Bon, je ne commenterai pas la différence entre ces deux termes, on va faire comme si c'était la même chose, qui est de type hétérogène, c'est une similarité entre deux choses de nature différente. Hein. Les formes linguistiques et les objets ou les concepts appartiennent à des mondes différents. Bien. Donc, cette idée d'iconicité, elle renvoie, dans sa généralité, disons, à l'idée d'une similarité entre forme, objet ou concept auquel se réfère le signe. Il faut ajouter, et c'est ce que précise immédiatement après Olga Fischer, qu'à partir de cette définition très très générale, on peut distinguer deux grands types de similarités. Il y a d'abord la similarité entre il y a d'abord une similarité entre signe et objet. Donc, je traduis un peu cette citation, qui est due à des traits communs inhérents dans chacun des éléments. Donc, des traits communs inhérents au signe d'un côté, à l'objet de l'autre. Enfin, au signe ou au signifiant. Par une inspection directe du signe iconique, on peut trouver des informations vraies au sujet de cet objet. C'est le cas dans ce cas, nous parlons d'iconicité d'image, imagic iconicity, par exemple dans un portrait ou une onomatopée comme coucou, et le signe est appelé une image iconique. Bien. Alors, il s'agit là donc d'un premier type d'iconicité, l'iconicité d'image, qui repose donc sur une ressemblance directe entre des propriétés de l'objet ou de la représentation qu'on en a et des propriétés du signifiant. Ou de la forme du signe. Donc, autrement dit, l'existence de propriétés communes entre la forme et le contenu. Par exemple, dans le portrait, un portrait de quelqu'un, pour être d'une manière générale, en mettant de côté, disons, des perspectives artistiques où il pourrait y avoir une façon de faire un portrait qui soit dans un type de ressemblance pas forcément immédiat, hein, mais disons, prenons un portrait photographique, vous avez chez vous une photo de vos parents. Bon, un portrait, mettons, de votre père ou de votre mère. Ce portrait fonctionne comme un signe iconique dans la mesure où le signifiant, c'est-à-dire l'image elle-même, ressemble
à l'objet représenté dans l'image. Si vous avez un portrait de votre père qui ne ressemble pas du tout à ce qu'est vraiment votre père, il ne va pas fonctionner comme un portrait iconique. À quoi ça sert d'avoir un portrait iconique, disons, dans un sens habituel du terme, chez soi? Justement, ça sert à, par exemple, penser aux gens qu'on ne voit pas tous les jours. Si, je sais pas moi, vous êtes séparés géographiquement d'une personne, on peut très bien imaginer que vous ayez plaisir à regarder le portrait de cette personne, parce que le portrait vous rappelle la personne, est une forme de présence de cette personne. Et pour que ce soit une forme de cette présence, il faut bien qu'il y ait cette ressemblance, c'est très commun. Donc le portrait, à condition qu'il soit le portrait de quelqu'un que vous connaissez, bien sûr, c'est un exemple typique, et on verra très souvent, il revient chez les auteurs qui ont travaillé sur l'iconicité. C'est un exemple typique de l'iconicité d'image. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle iconicité d'image? C'est bien parce que ce type d'iconicité a bien à voir avec le mode de fonctionnement de l'image. Alors, évidemment, je vois tout de suite le genre d'objection qu'on pourrait apporter en disant oui, mais c'est pas l'image en général dont vous parlez, c'est un type d'image, c'est-à-dire les images réalistes. Oui, mais justement, quand on parle d'image, il y a peut-être on n'a pas le temps d'approfondir cette réflexion qui est très complexe, mais disons qu'on pourrait considérer qu'une forme de paradigme, une forme de prototype de l'image, l'image en tant que prototype, c'est quand même l'image réaliste, c'est-à-dire l'image qui ressemble à ce dont elle est l'image. Bon. D'ailleurs, on le sait bien, puisqu'on peut dire, oui, ce portrait est ressemblant, pas ressemblant, etc., etc. Donc on voit bien que ça correspond à une intuition réelle. Bon. Donc, premier exemple d'iconicité d'image, le portrait. Deuxième exemple, l'onomatopée. En quoi le mot... Alors bon, pourquoi l'onomatopée? Parce que le portrait, d'accord, ça illustre le concept d'iconicité, mais c'est quand même très loin de la linguistique. Alors, pour prendre un exemple linguistique, Olga Fischer donne le cas du coucou. Bon. Alors, le coucou, c'est un oiseau qui a un cri qui ressemble au mot coucou. D'accord? Donc, on a bien, dans ce cas-là, une ressemblance entre une certaine propriété de l'oiseau, en réalité, dans sa réalité. Cette propriété, c'est le fait qu'il produise un son qui ressemble à coucou. Et puis, la forme du mot utilisé pour désigner ce type d'oiseau, on va dire un coucou. D'ailleurs, vous voyez qu'en anglais, c'est presque le même mot. On a bien là, dans ce cas-là, une ressemblance entre certaines propriétés du mot, de la forme, et les propriétés de la réalité désignée. Ça veut dire que le son que je produis lorsque je prononce le mot coucou ressemble objectivement au son que produit l'animal coucou. Ou alors, inversement, lorsque j'entends le son d'un coucou, le son que produit un coucou, ce que j'entends est similaire à ce que j'entends lorsqu'on me dit le mot coucou. Donc il y a bien aussi une similarité qui porte là sur des propriétés sonores. Bon. Ça, c'est le premier type d'iconicité, l'iconicité d'image, donc fondée sur des propriétés communes entre la forme du signe et l'objet du signe.
Maintenant, il y a un deuxième type, donc c'est une analogie de type binaire, hein, voilà, il y a deux éléments qui sont pris en considération. Maintenant, il y a un deuxième type d'iconicité qui est mis en jeu non plus lorsqu'on considère un signe seul. Par exemple, bon, j'ai pris tout à l'heure, il y avait le portrait, c'est un type de signe. Le mot coucou, c'est un autre signe. Bon. Mais quand on considère plusieurs signes. Alors, lorsque, donc je vais lire la citation, je traduis en français, lorsque nous avons une pluralité de signes, un certain nombre de signes, l'analogie peut être plus abstraite. On a affaire alors à une iconicité diagrammatique qui repose sur la relation qui repose sur une relation entre des signes qui reflètent, mirrors, vous voyez, il y a cette idée de similarité qui est exprimée là par le miroir, qui reflètent une relation similaire entre des objets ou des actions. Par exemple, une séquence temporelle d'action est reflétée dans la séquence des trois verbes dans la fameuse citation de César, Weni, Widi, Wiki. Dans ce cas, le signe, ici une structure syntaxique de trois verbes, est un diagramme iconique ou un diagramme. Alors, c'est un deuxième type d'iconicité qu'on appelle l'iconicité diagrammatique. Ici, elle est directement illustrée par un exemple linguistique qui est l'exemple de Weni, Widi, Wiki. Bien. On a affaire à ce qu'on appelle ici une analogie proportionnelle. En quel sens ? Bon. Eh bien, si vous considérez, d'une part, la succession des événements, donc, dans la phrase Weni, Widi, Wiki, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, célèbre phrase attribuée à César, de César, il y a trois événements. Il y a la venue de César, en quelque sorte dans la réalité ou dans les représentations. On s'imagine que quelqu'un est venu. Widi, l'événement numéro 2, quelqu'un a vu quelque chose, César a vu quelque chose, et Wiki, j'ai vaincu. Bon. Ce sont des événements qui se succèdent l'un après l'autre. D'abord, il est venu, ensuite il a vu, et ensuite il a vaincu. D'accord ? C'est une succession temporelle d'événements. Quand je considère non plus la succession des événements, mais la succession des mots dans la phrase, j'ai les mots dans l'ordre. D'abord, il y a le mot Weni, ensuite le mot Widi, et ensuite le mot Wiki. Donc, l'iconicité diagrammatique, le caractère diagrammatique ou proportionnel de l'iconicité, il vient du fait que l'ordre des mots reflète l'ordre des événements. Autrement dit, on pourrait dire que le mot Weni est au mot Widi, ce que l'événement Weni est à l'événement Widi. C'est-à-dire, Weni est avant Widi, est avant en tant que mot, comme l'événement Weni est avant l'événement Widi. Donc on a bien une proportionnalité. Du type A est à B, ce que C est à D. D'accord ? C'est pour cela qu'on peut parler d'analogie proportionnelle. Bien. Alors, bien sûr, ces deux types d'iconicité, on voit bien qu'elles, en première analyse, à première vue, elles n'ont pas le même impact. Alors, je cite de nouveau Olga Fischer. Bien sûr, l'iconicité, c'est premièrement l'iconicité diagrammatique qui a une pertinence importante dans le langage et les textes littéraires. Donc l'iconicité diagrammatique, le deuxième type d'iconicité, cette iconicité relationnelle qui met en jeu des couples, disons, de signes, est plus
a plus d'impact descriptif, a plus de pertinence donc que l'iconicité d'image. Bien. Elle ajoute donc que l'iconicité d'image et l'iconicité diagrammatique ne sont pas des catégories bien séparées, hein, clean categories, mais qu'il y a une sorte de continuum entre des cas où les éléments iconiques se reflètent, ou dans le cadre de l'iconicité, les deux éléments se reflètent parfaitement l'un l'autre, hein, perfect mirroring, donc une relation sémiotique qui est virtuellement indépendante d'un langage particulier, jusqu'à des relations qui deviennent plus suggestives et qui sont plus language dependent, donc qui sont plus spécifiques aux langues. Bien, donc on a cette idée qu'il y a un continuum, hein, entre d'un côté l'iconicité d'image et de l'autre l'iconicité diagrammatique. Ce continuum reposant, vous voyez, sur une sorte de degré, le terme utilisé était mirroring, hein, un degré de reflet. Est-ce que ça reflète plus ou moins, hein, donc un degré, on pourrait dire, de similarité entre iconicité d'image et iconicité diagrammatique, mais les degrés, donc ça veut dire que qu'il y a d'abord un degré entre l'iconicité d'image et l'iconicité diagrammatique, au sens donc où l'iconicité d'image correspondrait à une similarité plus grande que l'iconicité diagrammatique, mais cela suggère également qu'au sein de l'iconicité d'image, on pourrait avoir une similarité plus ou moins grande, et au sein de l'iconicité diagrammatique, de même. Bien. Alors, ce sont deux problèmes qui mériteraient une analyse plus approfondie, mais que je ne pourrais pas, en tout cas, faire pour l'instant. D'une part, il n'est pas certain que, si vous voulez, il y a deux thèses sur la distinction entre iconicité d'image et iconicité diagrammatique. Soit on considère qu'effectivement, il y a une sorte de degré et que l'iconicité d'image se caractérise par le fait qu'elle est d'un degré de similarité plus grand que l'iconicité diagrammatique. Soit, autre thèse, on considère que ce sont vraiment deux types d'iconicité différents qui ne fonctionnent pas de la même façon. Donc il n'y a pas tellement de degrés entre les deux, mais ce sont deux types différents. Bon, ça, c'est une première thèse. Et puis ensuite, il y a la question de savoir, au sein de chacun des types d'iconicité, iconicité d'image d'un côté, iconicité diagrammatique de l'autre, y a-t-il des degrés, hein? À l'intérieur de l'iconicité d'image, il y a peut-être des degrés. Il y en a peut-être aussi au sein de l'iconicité diagrammatique, hein, l'iconicité diagrammatique connaît peut-être aussi des degrés plus ou moins grands, mais la question demeure de savoir si cette variation de degré d'iconicité dans l'iconicité d'image ou dans l'iconicité diagrammatique est de même nature. Hein. Bon. Je passe sur ce point, je me contenterai là juste de souligner le problème. Alors, au total, on aboutit à un classement, donc je vous donne là le classement qui a été donné dans ce volume donc dirigé par Olga Fischer et Max Nenni, où on constate donc que la catégorie générale de l'iconicité se distingue, comme on l'a vu, en deux grands types, iconicité d'image, iconicité diagrammatique. L'iconicité d'image, donc là, elle est subdivisée en fonction de la nature du signifiant, hein, visuel, oral, tactile. En revanche, l'iconicité diagrammatique se divise en une iconicité structurale ou sémantique. L'iconicité structurale renvoyant à des problèmes d'isomorphisme d'iconicité de la motivation. L'iconicité diagrammatique sémantique renvoyant, elle, à des questions relatives à la métaphore cognitive ou grammaticale, et éventuellement à des problèmes d'analogie et de grammaticalisation ici, tandis que là, on aura donc toutes sortes de questions linguistiques, hein, du type problème du marquage, de la répétition, etc., etc.
voilà, c'est un exemple de classement possible des types d'iconicité qui est tout à fait intéressant et qui, comment dire, et qui reste assez commenté et pertinent. Bien. Alors, quelques conclusions sur ces premières analyses. Dans les linguistiques contemporaines, donc, on a vu que l'iconicité était fondée sur le principe donc d'une similarité entre forme et contenu, que donc il s'agit d'une analogie de type hétérogène et que deux grands types d'iconicité sont présents, iconicité d'image, iconicité diagrammatique. L'iconicité d'image étant une analogie binaire, donc entre les deux éléments constitutifs du signe, hein, une analogie binaire qui est interne au signe, hein, donc entre forme et contenu. Tandis que l'iconicité diagrammatique est une analogie qui met en jeu au moins deux signes, et on va voir dans ce cas-là que, par exemple, si je prends un signe 1 qui a une forme 1, un contenu 1, et un signe 2 qui a une forme 2 et un contenu 2, je vais parler d'iconicité diagrammatique dans le cas où je pourrais montrer que la forme 1 est à la forme 2, ce que le contenu 1 est au contenu 2. Donc il y aura une relation d'analogie proportionnelle entre deux formes et deux contenus.